La voix du directeur résonna à travers toute la salle du restaurant. Vous êtes licencié. Faites vos affaires et sortez immédiatement. Léa Dubois resta figée, les mains encore posées sur les épaules du petit garçon. Ce petit garçon qu'elle venait de calmer pendant 20 longues minutes. Ce petit garçon dont la crise avait vidé la moitié du restaurant. Ce petit garçon qui, à présent, la regardait les yeux pleins de larmes. Si jamais vous avez été puni pour avoir fait ce qui était juste, si jamais vous avez tout perdu parce que vous avez refusé de détourner le regard face à la souffrance de quelqu'un, alors cette histoire est faite pour vous. Tout avait commencé un mardi après-midi, tout à fait banal au Lys d'Or, l'un des restaurants gastronomiques les plus réputés de la ville. Léa y travaillait depuis 3 ans. Elle était douée dans son travail, efficace, professionnelle. Le genre de serveuse qui se souvenait des noms des clients habitués et de leurs plats préférés. Mais ce jour-là, Candy, tout a basculé. La famille était arrivée vers 14 heures. Un homme dans un costume hors de prix, une femme dégoulinant de diamants et un petit garçon, peut-être 7 ou 8 ans, assis raide sur sa chaise, refusant de croiser le regard de quiconque. Léa reconnut les signes immédiatement. Le balancement, les battements de mains, la façon dont ses yeux scrutèrent la pièce, submergés par les stimuli. Le garçon était autiste et il était en difficulté. Ses parents semblaient complètement indifférents. Ils étaient plongés dans une conversation avec un autre couple à la table, discutant d'affaires et de résidences secondaires. La détresse du garçon augmentait, mais personne ne faisait attention. Soudain, la cuisine fit tomber un plateau. Le fracas résonna dans tout le restaurant. Et le garçon explosa. Il hurla. Pas un hurlement de caprice, un hurlement de terreur, le genre qui provient d'une surcharge sensorielle si intense qu'on a l'impression que le monde s'écroule. Il se jeta hors de sa chaise, les mains sur les oreilles, le corps recroquevillé en boule sur le sol. Sa mère sembla mortifiée. « Maîtrise-le » siffla-t-elle à son mari. Son père attrapa brutalement le bras du garçon. « Arrête ça, tu nous fais honte. » Mais le garçon ne pouvait pas s'arrêter. Il était au-delà des mots, au-delà de la raison. Il se noyait dans un océan de trop de bruit, trop de lumière, trop de monde. Et Léa ne pouvait pas rester là à regarder sans rien faire. Elle agit avant même de pouvoir réfléchir. Elle s'agenouilla à côté du garçon, se plaçant entre lui et la foule de clients qui le fixaient. « Hé !» dit-elle doucement. « Je m'appelle Léa. Tu entends ma voix ?» Les hurlements du garçon diminuèrent légèrement. Ses yeux, encore sauvages de panique, croisèrent un de son visage. Léa sortit un petit jouet anti-stress de la poche de son tablier. Elle en avait toujours un sur elle. Sa jeune cousine était autiste. Elle avait appris il y a des années que ces petits outils pouvaient faire une grande différence. « Tiens, » dit-elle, en le lui mettant dans les mains, « serre ça. Concentre-toi là-dessus. » Le garçon attrapa le jouet. Ses doigts le manipulèrent frénétiquement. Les hurlements cessèrent. Cette histoire touche déjà les cœurs à travers le monde. Si elle touche le vôtre, le bouton Super Thanks ci-dessous est un moyen de soutenir davantage de contenu comme celui-ci. Chaque contribution aide à donner vie à ces histoires pendant les 20 minutes qui suivirent. Léa resta assise sur le sol du restaurant avec le garçon. Elle n'essaya pas de le faire se relever. Elle n'essaya pas de le rendre normal. Elle resta juste avec lui, parlant doucement, le laissant se réguler à son propre rythme. Le directeur apparut 2 fois. À chaque fois, Léa lui fit signe de s'en aller. Finalement, le garçon leva les yeux vers elle. Sa respiration était désormais régulière. Ses mains avaient cessé de trembler. « Merci », murmura-t-il. « Personne ne m'aide. Jamais. » Le cœur de Léa se brisa. « De rien. Mon chéri, tu veux retourner à ta table maintenant ?» Il secoua la tête. « Je veux rester avec toi. » Avant que Léa ne puisse répondre, une ombre se projeta sur eux. « Qu'est-ce que vous croyez faire ?» C'était le père du garçon. Son visage était rouge de colère et de honte. « Monsieur, » dit Léa calmement en se relevant lentement. « Votre fils était en surcharge sensorielle. Je l'aidais à se calmer. »« Vous avez fait une scène, » rétorqua le père. « Avez-vous la moindre idée de qui je suis ?» Léa garda sa voix stable. « Je faisais ce qui était nécessaire pour aider un enfant en détresse. » Les yeux du père se plissèrent. « Je veux parler à votre directeur, immédiatement. » C'est alors que tout s'écroula. Le directeur,
Monsieur Lambert apparut en quelques secondes. C'était un petit homme au tempérament nerveux et au désir impérieux de plaire aux clients fortunés. « Monsieur, quel semble être le problème ?» Le père désigna Léa du doigt. « Cette femme a ignoré mes instructions explicites et a fait un spectacle du malaise de mon fils. Je veux qu'elle soit licenciée, immédiatement. » Le visage de Monsieur Lambert pâlit. « Monsieur, je suis sûr qu'il y a eu un malentendu. Il n'y a aucun malentendu. Licenciez-la, ou je ferai en sorte que ce restaurant ne revoie plus jamais un client de mon cercle social. » Léa observa le visage de Monsieur Lambert passer par différentes émotions. Conflit, peur et, finalement, résignation. « Vous êtes licencié, dit-il en se tournant vers Léa. Faites vos affaires et sortez. » Les mots la frappèrent comme un coup physique. 3 ans de service irréprochable. 3 ans à remplacer des collègues et à rester tard et à tout faire correctement. Anéantie en un instant parce qu'elle avait aidé un enfant. « Monsieur Lambert, » commença Léa, « la décision est irrévocable. Partez maintenant, ou j'appelle la sécurité. » Léa regarda le garçon. Il la fixait avec ses grands yeux remplis de larmes. « Je suis désolée, » lui murmura-t-elle. Puis elle dénoua son tablier, le posa sur la table la plus proche et sortit du lys d'or pour la dernière fois. Elle arriva sur le parking avant que les larmes ne coulent. Elle s'appuya contre sa voiture. Une Renault de 15 ans qui était plus rouillée que métallique, et se laissa pleurer. Elle pleura pour le travail qu'elle avait perdu, pour les factures qu'elle ne pourrait pas payer, pour l'injustice d'un monde qui punissait la compassion. Mais surtout, elle pleura pour ce petit garçon, celui qui avait murmuré « Personne ne m'aide jamais. Excusez-moi. » Léa essuya rapidement ses yeux et se retourna. Un homme se tenait à quelques mètres, grand, cheveux foncés, costume cher. Il lui semblait familier, mais Léa n'arrivait pas à le situer. « J'ai vu ce qui s'est passé là-dedans, » dit l'homme. « J'ai vu comment vous avez aidé cet enfant. » Léa haussa les épaules, essayant de se reprendre. « J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait. » « Non. » L'homme secoua la tête. « Vous avez fait ce que personne d'autre n'aurait fait. J'observais. Les parents l'ont ignoré. Le personnel l'a ignoré. 30 personnes dans ce restaurant ont détourné le regard. Vous avez été la seule à agir. » Léa ne savait pas quoi dire. « Ce n'est rien. J'ai de l'expérience avec l'autisme. Ma cousine. Elle l'est. J'ai juste su quoi faire. » L'homme l'étudia longuement. Ses yeux étaient aperçants, mais pas méchants. « Je m'appelle Alexandre Dubois, » dit-il, « et j'ai une opportunité à vous proposer. » Léa retint son souffle. Alexandre Dubois. Même elle connaissait ce nom. Dubois Industrie, technologie, défense, immobilier. L'un des hommes les plus puissants de France. Quel genre d'opportunité ? Demanda-t-elle prudemment. Alexandre fouilla dans sa veste et sortit une carte de visite. « Mon fils est autiste, » dit-il. « Il a 7 ans. Il s'appelle Léo. Et il est en difficulté. On a eu 9 assistantes en 2 ans. Aucune n'a tenu plus de 3 mois. » Léa prit la carte. Elle était lourde, chère, exactement comme tout ce qui concernait cet homme. « Je ne vous demande pas d'être une assistante, » continua Alexandre. « Je vous demande de rencontrer mon fils. Demain. Si vous vous entendez bien, nous pourrons discuter des prochaines étapes. Sinon, je vous paierai pour votre temps et je ne vous dérangerai plus jamais. » Léa fixa la carte. Ce matin, elle était serveuse dans un restaurant gastronomique. Maintenant, elle était au chômage, debout sur un parking, recevant une offre d'emploi d'un milliardaire. La vie, pensa-t-elle, a un sens de l'humour très particulier. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle. « Vous ne savez rien de moi. »« Je sais que vous faites passer le bien-être d'un enfant avant votre travail, » dit Alexandre. « Je sais que vous êtes resté avec lui pendant 20 minutes alors que tout le monde voulait qu'on l'emmène. Je sais que vous avez un jouet anti-stress dans votre tablier pour des situations exactement comme celle-ci. » Il fit une pause. « Je sais que quand mon fils vous a regardé, quelque chose a changé sur son visage. Il vous a fait confiance, instantanément. Mon fils ne fait confiance à personne instantanément, pas même à moi. » Léa sentit le poids de ses mots, le poids de son désespoir sous cette façade lisse. « À quelle heure demain ?» demanda-t-elle.
Le visage d'Alexandre se détendit légèrement. 10 heures du matin. L'adresse est sur la carte. Mon chauffeur viendra vous chercher si vous préférez. Léa secoua la tête. Je viendrai en voiture. Alexandre acquiesça. Alors, à demain. Mademoiselle Dubois. Il se tourna pour partir, puis s'arrêta. Et Mademoiselle Dubois, pour ce que ça vaut, je pense que ce que vous avez fait là-dedans était extraordinaire. Ce garçon a eu de la chance de vous avoir, même pour 20 minutes. Il était parti avant que Léa puisse répondre. Elle baissa les yeux sur la carte de visite dans ses mains. Puis elle regarda de nouveau le restaurant où elle venait de tout perdre. Et d'une manière ou d'une autre, incroyablement, elle sourit. Qu'auriez-vous fait à la place de Léa? Auriez-vous risqué votre emploi pour l'enfant d'un inconnu? Laissez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. La demeure des Dubois était encore plus impressionnante que Léa ne l'avait imaginé. Elle traversa des grilles qui coûtaient probablement plus cher que son immeuble, dépassa des jardins qui semblaient tout droit sortis d'un magazine, remonta une allée qui semblait interminable, et puis elle vit la maison. Si on pouvait appeler ça une maison, c'était plutôt un palais, de la pierre, du verre, et une architecture qui criait « Vieille fortune, rencontre l'innovation moderne ». Léa gara sa vieille Renault à côté d'une rangée de voitures de luxe et se sentit soudain très mal habillée. Elle avait mis ses plus beaux vêtements. Un chemisier simple, un pantalon propre, des chaussures confortables au cas où elle aurait besoin de bouger rapidement avec un enfant. Mais en étant là, entourée d'une richesse qu'elle ne pouvait même pas comprendre, elle se sentait comme une imposture. Avant qu'elle puisse se remettre en question, la porte d'entrée s'ouvrit. Une femme en uniforme impeccable lui sourit. « Mademoiselle Dubois, Monsieur Dubois vous attend. Veuillez me suivre. » Léa suivit la femme à travers des couloirs bordés d'œuvres d'art qui appartenaient probablement à des musées, à travers des pièces plus grandes que tout son appartement, devant des fenêtres qui donnaient sur des jardins, des fontaines, et ce qui semblait être un VRA labyrinthe de haies. Finalement, elles arrivèrent à une porte au bout d'un couloir calme. « La salle familiale, » dit la femme. « Monsieur Dubois et Maître Léo sont à l'intérieur. » Léa prit une inspiration. Puis elle ouvrit la porte. La pièce était grande mais étonnamment chaleureuse. Des meubles confortables, un éclairage doux, des étagères remplies de livres et de jouets. Et au centre de tout ça, assis sur un immense canapé d'angle, se trouvait Alexandre Dubois et un petit garçon, Léo. Il était plus petit que Léa ne l'avait imaginé. Mince, pâle, des cheveux foncés qui lui tombèrent sur le front en mèches désordonnées. Il ne regardait pas Léa. Il était concentré sur une tablette dans ses mains, ses doigts glissant sur l'écran selon des schémas rapides et répétitifs. « Mademoiselle Dubois, » dit Alexandre, en se levant. « Merci d'être venue. » Léa hocha la tête, mais son attention était sur le garçon. « Bonjour, Léo, » dit-elle doucement. Le garçon ne répondit pas, ne leva pas les yeux, continua simplement à glisser. Le visage d'Alexandre se crispa presque imperceptiblement. Il ne réagit pas bien aux salutations directes. La plupart des gens trouvent ça rebutant. Léa secoua la tête. Ce n'est pas rebutant, c'est de la communication. Juste une forme différente. Elle se déplaça lentement dans la pièce, pas vers Léo, juste dans son champ de vision périphérique. Puis elle s'assit par terre. Les sourcils d'Alexandre se levèrent. « Mademoiselle Dubois, il y a une chaise parfaitement bonne. »« Je sais, » dit Léa, « mais c'est par terre que les choses intéressantes se passent. » Elle sortit un petit carnet de son sac et commença à dessiner. Rien de précis, juste des formes, des spirales, des motifs. Pendant 5 minutes, rien ne se passa. Puis le doigt de Léo cessa de glisser. Léa continua à dessiner, gardant ses yeux sur le papier, ne forçant rien. Une autre minute passa. Léo glissa du canapé. Il s'approcha lentement, ses mouvements étant prudents et précis. Il s'arrêta à environ 1 mètre de Léa. Elle ne leva toujours pas les yeux, continua simplement à dessiner. « Qu'est-ce que tu dessines ?» demanda Léo. Sa voix était calme, un peu monocorde, mais claire. « Je ne suis pas encore sûre, » dit Léa honnêtement. « Parfois,
Je dessine juste et je vois ce qui en ressort. Léo se rapprocha, encore plus près, jusqu'à ce qu'il soit juste à côté d'elle. Regardant le papier. Ça ressemble à une galaxie, dit-il. Léa pencha la tête. Tu sais quoi, tu as raison. Ça ressemble à une galaxie. Les galaxies sont surtout de l'espace vide, dit Léo. 99,99% d'une galaxie. C'est rien. Mais le 0,01% qui est quelque chose est très important. Léa sourit. C'est un fait très cool. Je connais beaucoup de faits, dit Léo. Sur l'espace, sur les nombres, sur les trains. J'adorerais en entendre certains, dit Léa. Si tu veux les partager. Léo resta silencieux pendant un moment. Puis il s'assit à côté d'elle, près, plus près que Léa ne s'y attendait. La plupart des gens ne veulent pas entendre mes faits, dit-il. Ils disent que je parle trop de choses ennuyeuses. Léa sentit cette faille familière dans son cœur. Eh bien, dit-elle prudemment, je pense que les faits ne sont jamais ennuyeux quand ils viennent de quelqu'un qui les aime, et tu aimes clairement l'espace, les nombres et les trains. Léo la regarda pour la première fois. Vraiment regarda. Ses yeux étaient sombres, sérieux, vieux, d'une certaine manière, qui ne correspondait pas à ses 7 ans. « Tu es différente, dit-il. »« Différente comment ?»« Tu es vraie, dit Léo. » Les autres faisaient semblant d'être intéressés. Je voyais qu'ils faisaient semblant. Toi, tu ne fais pas semblant. Léa posa son carnet. Je te le promets. Léo, je ne fais pas semblant. Je pense que tes faits sont réellement intéressants. Et je serai honoré d'en entendre autant que tu veux en partager. Pendant un long moment, Léo se contenta de la fixer. Puis il dit, « Le système solaire a 4,6 milliards d'années. Le Soleil mourra dans environ 5 milliards d'années. Mais de toute façon, on n'aura pas à s'en soucier, parce que les humains auront probablement disparu bien avant ça. » Léa rit. C'est à la fois fascinant et légèrement terrifiant. Les lèvres d'Ethan esquissèrent un mouvement, presque un sourire. « J'aime les faits terrifiants. Ça met les gens mal à l'aise. Mais toi, ça ne t'a pas mise mal à l'aise, parce que les faits ne sont pas effrayants, dit Léa. Les faits sont juste des faits. Ce qu'on en fait, c'est ça qui compte. » Ethan acquiesça lentement. C'est comme le feu. Ça peut cuire la nourriture ou brûler des maisons. Le feu n'est ni bon, ni mauvais. C'est l'usage qu'on en fait. Exactement, dit Léa. Tu es très intelligent, Ethan. Je sais, dit Ethan d'un ton pragmatique. Mon QI est de 147. Mais être intelligent ne m'aide pas à me faire des amis, ni à comprendre pourquoi les gens mentent, ni pourquoi certains sont. C'est comme des aiguilles dans mon cerveau. Léa acquiesça. Être intelligent aide pour certaines choses, et pas pour d'autres. C'est pas grave. Tu n'as pas besoin d'être bon à tout. Ethan se tut de nouveau. Puis il dit, « Tu vas rester ?» Léa jeta un coup d'œil à Alexandre, qui observait tout l'échange avec une expression d'étonnement à peine dissimulée. « Ça dépend de beaucoup de choses, dit Léa honnêtement. Mais j'aimerais apprendre à mieux te connaître, si ça te va. »« Ça va, dit Ethan. Il ramassa le carnet de Léa. « Je peux dessiner aussi ?»« Bien sûr. » Ethan prit un stylo et commença à dessiner. Pas des spirales comme Léa, des motifs géométriques complexes, des fractales, des formes dans des formes dans des formes. Léa le regarda travailler, regarda sa main bouger avec précision et concentration. Et elle sut, à cet instant précis, que sa vie venait de changer à jamais. Alexandre raccompagna Léa à sa voiture 1 heure plus tard. Ils avaient reparlé logistique, salaire, horaire, attente, mais sous tous ces détails professionnels. Léa pouvait voir la vraie conversation se dérouler dans les yeux d'Alexandre. « S'il vous plaît, disait-il, s'il vous plaît, soyez celle qui aide enfin mon fils. »« Je dois vous demander, dit Léa en arrivant à sa voiture. Qu'est-il arrivé aux autres accompagnateurs? Vous avez dit 9 en 2 ans. » La mâchoire d'Alexandre se crispa. Diverses raisons. Certains ne pouvaient pas gérer les crises. Certains étaient vexés quand Ethan ne réagissait pas comme il s'y attendait. Certains, il fit une pause. Certains ont dit des choses qu'ils n'auraient pas dû dire, sur Ethan, sur l'autisme, sur ce dont ils pensaient qu'il était capable. Quel genre de choses? Alexandre détourna le regard. L'un l'a traité de robot,
Un autre a dit qu'il nous manipulait pour attirer l'attention. Un troisième a suggéré de le placer en institution, parce qu'il n'aurait de toute façon jamais une vie normale. Léa sentit ses mains se serrer en poing. « Et vous les avez renvoyés ?»« J'ai fait plus que les renvoyer, » dit Alexandre calmement. « Je me suis assuré qu'ils ne travaillent plus jamais avec des enfants vulnérables. » Léa acquiesça. « Bien. » Ils restèrent silencieux un instant. Puis Alexandre dit « Mademoiselle Dubois, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Ethan est tout mon monde. Sa mère est partie quand il avait 2 ans. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas gérer. Elle a dit qu'elle voulait un enfant normal. Depuis, il n'y a que nous deux. » Sa voix se brisa légèrement. « Je brûlerais cet empire entier jusqu'aux fondations s'il fallait aider mon fils. Je renoncerai à chaque euro, à chaque immeuble, à chaque once de pouvoir que j'ai. Mais rien de tout ça n'a d'importance, parce que l'argent ne peut pas réparer ça. L'argent ne peut pas lui faire des amis. L'argent ne peut pas empêcher le monde d'être trop bruyant, trop lumineux et trop accablant. » Léa comprit, plus qu'Alexandre ne pouvait l'imaginer. « Monsieur Dubois, dit-elle, je ne peux pas promettre de miracle. Je ne suis ni thérapeute, ni spécialiste. Je suis juste quelqu'un qui a appris à rencontrer les gens là où ils sont, au lieu de là où je pense qu'ils devraient être. » Elle le regarda fixement. « Mais je peux vous promettre ceci. Je n'appellerai jamais votre fils un robot. Je ne suggérerai jamais qu'il est cassé, ou mauvais, ou inférieur. Je le traiterai avec le respect et la dignité qu'il mérite. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour l'aider à naviguer dans un monde qui n'a pas été conçu pour lui. » Les yeux d'Alexandre brillèrent. « Quand pouvez-vous commencer ?» Léa sourit. « Que diriez-vous de demain ?» La première semaine fut consacrée à l'observation. Léa apprit les routines d'Ethan, ses préférences, ses déclencheurs. Elle apprit qu'il mangeait le même petit déjeuner tous les matins. Des œufs brouillés avec exactement 3 toasts coupés en triangle. Elle apprit qu'il devait franchir les portes 3 fois avant d'entrer dans une nouvelle pièce. Elle apprit que les bruits soudains étaient comme une douleur physique pour lui. Elle apprit aussi ce qui le faisait s'illuminer. L'espace, les nombres, les trains, les motifs. Tout ce qui avait des règles, de la logique et de la prévisibilité. Et elle apprit tout sur ces crises. Elles arrivaient parfois sans prévenir. Une surcharge sensorielle s'accumulait. Jusqu'à ce qu'Ethan n'ait d'autre choix que de la libérer, en criant, en pleurant, parfois en se frappant lui-même. C'était terrifiant à voir, mais Léa ne s'enfuit pas. Elle resta. Elle apprit ses signaux. La façon dont ses mains commençaient à s'agiter plus vite. La façon dont ses yeux se promenaient dans la pièce. La façon dont sa respiration changeait, et lentement. Elle apprit à l'aider à se réguler avant que la crise ne se produise. Un jour, environ 2 semaines plus tard, Léa essaya quelque chose de nouveau. Elle apporta une couverture lestée, lourde, réconfortante. Le genre qui procure une stimulation par pression profonde. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Ethan, en la regardant avec méfiance. « C'est une couverture spéciale, » expliqua Léa. « Certaines personnes trouvent que le poids les aide à se sentir calmes. Tu veux essayer ?» Ethan hésita. « Ça va faire mal ?»« Non, mon chéri. C'est juste comme un câlin. Mais tu peux l'enlever quand tu veux. » Ethan réfléchit. Puis, lentement, il se glissa sous la couverture pendant un instant. Rien ne se passa. Puis son corps se détendit. Une tension dont Léa n'avait même pas réalisé qu'il la retenait. Disparut. « Oh !» souffla Ethan. « On dirait qu'on me tient en pièces détachées. » Le cœur de Léa se gonfla. « Est-ce que ça te fait du bien ?» On dirait, Ethan cherchait ses mots. On dirait que le bruit dans ma tête devient plus silencieux. À partir de ce jour, la couverture lestée fit partie de la boîte à outils d'Ethan. Il l'utilisait pendant ses devoirs, pendant le cinéma, chaque fois que le monde devenait trop bruyant. Et Léa l'ajouta à la liste croissante des choses qui aidaient. 1 mois après avoir commencé à travailler pour la famille Dubois. Léa fit une découverte qui changea tout. Elle rangeait la chambre d'Ethan quand elle trouva une boîte cachée sous son lit. À l'intérieur, il y avait des dessins, des centaines. Mais ce n'étaient pas les motifs géométriques qu'Ethan dessinait habituellement. C'était tout à fait autre chose. Des gens, des visages. Mais pas n'importe quel visage.
Chacun était étiqueté. Maman, papa, Léa, le jardinier, Thomas, la gouvernante, Madame Chen. Chaque personne avec laquelle Ethan avait interagi, capturée avec un détail remarquable. Léa fixa les dessins. Elle avait supposé, comme la plupart des gens, que les personnes autistes avaient du mal à lire les visages et les émotions. Mais ces dessins racontaient une histoire différente. Ethan avait capturé chaque nuance. La tristesse dans les yeux de son père, la nervosité dans le sourire de la gouvernante, la chaleur dans l'expression de Léa. Il n'avait pas seulement vu ces choses, il les avait comprises. Ce soir-là, elle apporta les dessins à Alexandre. « J'ai trouvé ça dans sa chambre », dit-elle. « Saviez-vous qu'il dessinait tout ça ?» Alexandre fixa les pages. Son visage trahissait le choc, l'émerveillement et finalement, le chagrin. « Je n'en avais aucune idée », murmura-t-il. « Il ne m'a jamais montré ça. » Léa désigna un dessin en particulier. Il était intitulé « Papa ». On y voyait Alexandre assis seul à son bureau, les épaules affaissées, le visage las. « Il voit plus de choses qu'on ne le pense », dit Léa doucement. « Il comprend plus de choses qu'il ne peut en exprimer. Ses dessins, monsieur Lambert, c'est sa façon de traiter le monde, de comprendre des émotions qu'il ne peut pas verbaliser. » La main d'Alexandre trembla en tenant le dessin de lui-même. « Il m'a dessiné triste, dit-il, parce que je suis triste. Je pensais que je lui cachais. » « Les enfants savent toujours, dit Léa, surtout les enfants comme Théo. Ils sont connectés à des choses que nous ne voyons pas. » Alexandre posa les dessins. « Qu'est-ce qu'on fait de ça ?» Léa réfléchit. « On l'honore, on lui donne plus de moyens de s'exprimer. On arrête de penser que le silence signifie l'absence de compréhension. Et on se souvient que ce n'est pas parce qu'il ne peut pas dire « je t'aime » qu'il ne le ressent pas. » Alexandre la regarda. Ses yeux étaient humides. « Vous êtes remarquable, » dit-il. « Vous le savez ça ?» Léa secoua la tête. « Je fais juste attention. Théo nous dit qui il est depuis le début. Il fallait juste apprendre à l'écouter dans sa langue. » 2 mois après son arrivée, Léa dut faire face à son premier véritable défi. Alexandre avait un voyage d'affaires. 3 jours à Tokyo. Inévitable. Il n'avait jamais quitté Théo plus de quelques heures. Son anxiété était palpable. « Et si quelque chose arrive ?» demanda Alexandre, arpentant son bureau. « Et s'il a une crise et que je ne suis pas là? Et s'il a besoin de moi et que je suis à l'autre bout du monde ?» Léa posa sa main sur son bras. « Il m'a. Et vous serez à un coup de fil. Appel vidéo tous les matins et tous les soirs. Tout ira bien. » Alexandre s'arrêta de marcher. « Vous croyez vraiment ça ?»« Je le sais, » dit Léa fermement. « Théo est plus fort que vous ne le pensez. Et vous aussi. » Les 3 jours furent difficiles. La première nuit, Théo ne dormit pas. Il resta assis dans sa chambre, à se balancer, attendant un père qui ne venait pas. Léa resta assise avec lui. Elle n'essaya pas d'arranger les choses. Elle ne promit pas que tout allait bien. Elle existait simplement dans son anxiété avec lui. « Je n'aime pas le changement, » dit Théo finalement. « Le changement, c'est comme tomber. » « Je comprends, » dit Léa. « Le changement est difficile pour tout le monde, mais parfois, le changement peut aussi apporter de bonnes choses. » « Comme quoi ?» Léa réfléchit. « Comme votre rencontre avec moi. C'était un changement, ça. » « Non. Votre père a embauché quelqu'un de nouveau. Et maintenant, nous sommes amis. » Théo considéra la chose. « C'est vrai. Vous êtes un changement acceptable. » Léa rit. « C'est un grand compliment, Théo. Merci. » Le 2e jour, Théo avait trouvé son rythme. Son père lui manquait toujours terriblement, mais il gérait, utilisant sa couverture, dessinant ses dessins, partageant ses faits avec Léa. Et le 3e jour, quelque chose de magnifique se produisit. Léa préparait le petit déjeuner quand Théo descendit. Ses cheveux étaient en bataille, son pyjama à l'envers. Mais il souriait. « J'ai rêvé de l'espace, Culin, dit-il. J'ai rêvé que j'étais un astronaute et que j'avais découvert une nouvelle planète, et je l'ai appelée Léa. » Le cœur de Léa fondit. « Tu as nommé une planète d'après moi ? C'était une bonne planète, dit Théo sérieusement. Il y avait beaucoup de trains, pas de bruit fort, et tout le monde comprenait les faits.
Léa s'agenouilla pour être à sa hauteur. Ça a l'air d'être une planète parfaite. C'était le cas, dit Théo. Et vous, vous étiez la reine. Léa le prit dans ses bras, délicatement, doucement, lui laissant la possibilité de se retirer s'il en avait besoin. Il ne se retira pas. Il la serra en retour. Quand Alexandre rentra ce soir-là, il les trouva dans le salon. Théo montrait son train électrique à Léa, expliquant les différents types de locomotives et leur importance historique. Léa écoutait avec un véritable intérêt, posant des questions, apprenant. Alexandre observa depuis l'entrée. Invisible, son fils souriait. Pas les petits sourires forcés auxquels Alexandre était habitué. Un vrai sourire, le genre qui illuminait ses yeux. Et à ce moment précis, Alexandre Lambert sentit quelque chose changer dans sa poitrine. Quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. 3 mois après l'arrivée de Léa dans la famille Lambert, le monde extérieur fit irruption. Alexandre organisait un gala de charité dans la maison. Des centaines d'invités, de la musique en direct, des photographes partout. C'était l'événement mondain de la saison. Et Théo était censé faire une apparition. Juste 15 minutes, dit Alexandre à Léa auparavant. Assez pour saluer quelques donateurs importants. Ensuite, il pourra retourner dans sa chambre. Léa fronça les sourcils. Il n'a jamais bien géré les foules. Le bruit seul pourrait déclencher une crise. Je sais. Alexandre se massa les tempes. Mais il y a des gens qui soutiennent la recherche sur l'autisme depuis des années. Ils veulent le rencontrer. Je ne peux pas. Je ne peux pas le cacher indéfiniment. Léa comprit la situation impossible. Alexandre voulait protéger son fils. Mais il voulait aussi montrer au monde que les enfants autistes méritèrent d'être soutenus, d'être vus, d'être célébrés. « Laissez-moi parler à Théo, dit-elle. Laissez-le décider. » Ils trouvèrent Théo dans sa chambre, arrangeant ses wagons de train selon des schémas précis. « Salut, mon grand, » dit Léa, s'asseyant par terre à côté de lui. « On peut parler de quelque chose ?» Théo ne leva pas les yeux. « C'est à propos de la fête ?» Léa cligna des yeux. « Tu es au courant pour la fête ?»« J'entends des choses. » Théo déplaça un wagon de train exactement de 3 mm. « Les gens parlent comme si je n'étais pas là. Mais je suis toujours là. » Léa ressentit cette douleur familière. « Tu as raison. Et je suis désolé que les gens fassent ça. Ce n'est pas bien. » Théo haussa les épaules. « J'y suis habitué. » Léa prit une inspiration. « La fête de ce soir. Ton père aimerait savoir si tu aimerais rencontrer des gens. Juste quelques minutes. Mais seulement si tu en as envie. » Théo resta silencieux pendant un long moment. Ses mains cessèrent de bouger. « Il y aura de la musique forte ? Oui. Beaucoup de gens qui parlent ? Oui. Des lumières vives ? Probablement. » Théo considéra la chose. « Mais vous serez là ? Je serai juste à côté de toi pendant tout le temps, promit Léa. Et si ça devient trop, on part, sans poser de questions. » Théo ramassa un wagon de train, l'examina attentivement. « D'accord, dit-il finalement, mais je veux porter mon casque anti-bruit. Et je veux apporter Théodore. » Théodore était un petit éléphant en peluche avec lequel Théo dormait depuis qu'il était bébé. « Marché conclu, dit Léa. Casque et Théodore. C'est entendu. » Ce soir-là, Théo entra dans le gala en tenant la main de Léa. Il portait un petit costume assorti à celui de son père. Son casque était autour de son cou, prêt à être utilisé si nécessaire. Théodore était coincé sous son bras. La salle se tut quand les gens le remarquèrent. Puis vinrent les chuchotements, les désignations du doigt, les regards fixes. La main de Théo se serra sur celle de Léa. « Tu te débrouilles très bien, » murmura-t-elle. « Respire juste. » Alexandre apparut à leur côté. « Théo, il y a des personnes qui aimeraient te saluer. Est-ce que ça te va ?» Théo regarda Léa. Elle hocha la tête, encourageante. « D'accord, » dit Théo. « Mais seulement 3 personnes. Après, je dois partir. » Alexandre sourit. « 3 personnes, je te le promets. » La première donatrice était une femme plus âgée, avec des yeux doux. Elle s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de Théo. « Bonjour Théo, dit-elle. J'ai tellement entendu parler de toi.
Ton père dit que tu sais tout sur les trains. Théo étudia son visage un instant. Puis, semblant satisfait de ce qu'il voyait, il commença. La première locomotive à vapeur a été construite en 1804 par Richard Trevithick, dit-il, mais elle était trop lourde pour les rails, et ils ont cassé. La première locomotive à vapeur qui a fonctionné était la Blücher, construite par George Stephenson en 1814. La femme écoutait attentivement. « C'est remarquable, » dit-elle. « Tu as une mémoire incroyable. »« J'ai une mémoire, » corrigea Théo. « Si elle est incroyable, ça dépend de critères subjectifs. » Léa réprima un sourire. Le second donateur était un homme qui semblait moins patient. Il parlait fort et se tenait trop près. Les écouteurs de Théo se mirent en marche immédiatement. Léa s'interposa. « Je suis désolé, monsieur, » dit-elle poliment. Théo gère son environnement sensoriel. Peut-être pourriez-vous parler un peu moins fort? L'homme eut l'air offensé. « J'étais juste amical. »« Je comprends, mais amical, ça a l'air différent pour différentes personnes. Pour Théo, amical, ça signifie respecter son espace et ses préférences de volume. » L'homme balbutia quelque chose et s'éloigna. Léa s'en fichait. La troisième donatrice était une adolescente. C'était la fille d'un cadre important. Elle avait environ 16 ans. Maladroite et mal à l'aise dans sa robe de soirée. Théo la fixa. « Tu as l'air de ne pas vouloir être ici. » observa-t-il. La jeune fille rit, surprise. « C'est à ce point évident ?»« Oui. » La réponse de Théo était pragmatique. « Tes épaules sont tendues, ton sourire est faux, et tu n'arrêtes pas de regarder la porte. » L'expression de la jeune fille changea. Elle s'accroupit, réellement intéressée maintenant. « Tu as raison, » admit-elle. « Je déteste ces trucs. Trop de monde, trop de bruit. »« Moi aussi, » dit Théo. « C'est pour ça que j'ai des écouteurs. J'aimerais avoir des écouteurs. » Théo réfléchit à cela. Puis, lentement, il retira les écouteurs de son cou et les tendit. « Tu peux emprunter ceux-là, » dit-il. « J'ai Théodore. Il m'aide aussi. » La jeune fille fixa les écouteurs. Puis elle regarda Théo avec une sorte d'émerveillement. « Merci, » dit-elle doucement. « C'est vraiment gentil. »« La gentillesse est logique, » dit Théo. « Quand les gens sont en difficulté, les aider réduit la souffrance globale. C'est des maths élémentaires. » La jeune fille sourit. Un vrai sourire, cette fois. « Je crois que tu es la personne la plus intelligente que j'ai rencontrée ce soir. »« Je sais, » dit Théo simplement. Léa observait l'échange avec des larmes aux yeux. C'était ce que les gens rataient quand ils regardaient Théo. Ils voyaient les crises, les routines rigides, la difficulté avec le contact visuel. Ils ne voyaient pas l'empathie, la logique, la gentillesse pure et non filtrée. Les 15 minutes étaient écoulées. Léa toucha l'épaule de Théo. « C'est l'heure d'y aller, mon grand. Tu as été formidable. » Théo acquiesça. Il fit un signe de la main à l'adolescente qui lui rendit son salut, portant encore ses écouteurs. Puis il laissa Léa le conduire hors de la salle de bal. Alexandre les rattrapa dans le couloir. « Théo, » dit-il, la voix étranglée, « je suis tellement fier de toi. » Théo pencha la tête. « Pourquoi ? » « J'ai seulement parlé à 3 personnes. Et j'ai dit plusieurs faits qui ont mis l'une d'elles mal à l'aise. » Alexandre s'agenouilla. « Parce que tu as essayé. Parce que tu as été courageux. Parce que tu as montré à tout le monde dans cette salle quelle personne formidable tu es. » Théo considéra cela. « Est-ce que j'ai fait bonne impression ? C'est à ça que servent ces choses, n'est-ce pas ? À faire des impressions. » « Tu as fait la meilleure impression, » dit Alexandre. « Crois-moi. » Théo acquiesça. « Bien. Est-ce que je peux avoir une glace maintenant ?» Alexandre rit. « Tu peux avoir toute la glace que tu veux. » Alors qu'il marchait vers la cuisine, Alexandre se plaça à côté de Léa. « Merci, » dit-il doucement, de l'avoir préparé, de le protéger, de l'avoir mis suffisamment en sécurité pour essayer. Léa secoua la tête. « C'était tout Théo. Je lui ai juste donné les outils. Il a fait le reste. » Alexandre la regarda.
Ses yeux contenaient quelque chose que Léa ne pouvait pas tout à fait identifier. « Tu es incroyable, dit-il. Tu le sais, ça ?» Avant que Léa ne puisse répondre, Théo appela depuis devant. La glace ne va pas se manger toute seule. C'est à la fois un fait et une requête. Léa rit et se dépêcha de le rattraper, mais elle sentit les mots d'Alexandre s'installer dans son cœur. Incroyable. Personne ne l'avait jamais appelé ainsi auparavant. 4 mois plus tard, Léa rencontra enfin la mère de Théo. Elle arriva sans prévenir un mardi après-midi. Une voiture élégante, des vêtements de créateur, des cheveux parfaitement coiffés. Tout en elle criait l'argent et le droit. Léa ouvrit la porte, et la femme la repoussa sans un mot. « Où est mon fils ?» Léa lui barra le chemin. « Je suis désolé. Qui êtes-vous ?»« Je suis Victoria Dubois. » Les yeux de la femme étaient froids. « Je suis la mère de Théo. Maintenant, bougez. » Léa ne bougea pas. « Monsieur Dubois n'a pas mentionné votre venue. Monsieur Dubois ne décide pas quand je vois mon enfant. Maintenant, sortez de mon chemin, ou je vous ferai virer. » Le menton de Léa se releva. « Je vais devoir appeler Monsieur Dubois avant de laisser qui que ce soit approcher Théo. » Le visage de Victoria se tordit de rage. « Savez-vous qui je suis? Avez-vous la moindre idée du pouvoir que j'ai? Je sais exactement qui vous êtes, » dit Léa calmement. « Vous êtes la femme qui a abandonné un enfant de 2 ans parce qu'il n'était pas assez normal pour vous. » La main de Victoria se leva rapidement, mais Léa attrapa son poignet avant qu'elle ne touche. « Je ne ferai pas ça, » dit Léa doucement. « Je n'ai rien à perdre. Vous avez tout. » Pendant un long moment, ils restèrent figés. Puis la voix d'Alexandre se fit entendre derrière eux. « Victoria, qu'est-ce que tu fais ici ?» Victoria retira sa main du bras de Léa. Elle se tourna pour faire face à Alexandre, son expression se transformant instantanément en une innocence blessée. « Alexandre, j'essaie de te joindre depuis des semaines. Je veux voir mon fils. » Le visage d'Alexandre était de pierre. « Tu as perdu ce droit quand tu l'as abandonné. » « Je ne l'ai pas abandonné. J'étais dépassé. J'avais besoin de temps. 5 ans, ce n'est pas du temps. C'est un choix. » Le masque de Victoria tomba. Elle eut l'air véritablement désespérée pendant un instant. « J'ai changé, » dit-elle. « J'ai obtenu de l'aide. Je comprends maintenant ce que j'ai fait de mal. S'il te plaît, Alexandre, laisse-moi juste le voir. » Alexandre resta silencieux pendant un long moment. Sa mâchoire se contracta. Finalement, il dit « 5 minutes. Surveillez. Et si tu le contraries d'une manière ou d'une autre, tu es parti. » Victoria acquiesça rapidement. « Bien sûr, bien sûr. » Ils trouvèrent Théo dans sa chambre, en train de dessiner. Il leva les yeux quand ils entrèrent. Son visage ne montrait aucune reconnaissance. « Théo, » dit Alexandre doucement, « c'est ta mère. Elle voulait te dire bonjour. » Théo fixa Victoria. « Bonjour. » Victoria s'accroupit, les larmes aux yeux. « Théo, mon bébé, elle m'a tellement manqué. » Ethan pencha la tête. « Tu pleures. Pourquoi? Parce que je t'aime. Parce que je suis désolé. Parce que je veux faire partie de ta vie à nouveau. » Ethan y réfléchit. « Tu es parti quand j'avais 2 ans et 4 mois. Cela fait 5 ans, 3 mois et 12 jours. Cela fait 1930 jours à ne pas faire partie de ma vie. » Victoria grimaça. « Je sais, et je suis tellement désolé. » Désolé est un mot. La voix d'Ethan était monocorde. Les mots ne signifient rien sans action. Quelles actions vas-tu entreprendre pour démontrer ta sincérité? Victoria regarda Alexandre impuissante. Alexandre ne dit rien. Léa observait depuis l'embrasure de la porte, prête à intervenir si nécessaire. « Je veux passer du temps avec toi, » dit finalement Victoria. « Je veux apprendre à te connaître. Je veux être ta mère à nouveau. » L'expression d'Ethan ne changea pas. « Tu n'as jamais été ma mère. Une mère est quelqu'un qui reste. Tu es une étrangère qui partage mon matériel génétique. » Le visage de Victoria se décomposa. « Ethan, » dit doucement Alexandre. « Je constate des faits, » dit Ethan. « Les faits ne sont pas méchants. Ils sont juste vrais. » Il se retourna vers son dessin. « J'ai fini de parler maintenant, » dit-il.
Veuillez fermer la porte en sortant. » Victoria resta là, les larmes coulant sur son visage. Alexandre prit son bras. « Ça suffit, » dit-il. « Il est temps de partir. » Il la conduisit dehors. Léa suivit, fermant doucement la porte d'Ethan derrière elle, dans le couloir. Victoria se retourna contre Alexandre. « C'est de ta faute, » siffla-t-elle. « Tu l'as monté contre moi. Je n'ai rien fait. » La voix d'Alexandre était glaciale. « Ethan est honnête, brutalement, merveilleusement honnête. Il t'a dit exactement ce qu'il pense. Tu n'as pas le droit d'être en colère à ce sujet. C'est mon fils, c'est une personne. Une personne que tu as abandonnée. Une personne qui a passé 5 ans à se demander pourquoi sa mère ne l'aimait pas assez pour rester. Tu ne peux pas revenir et t'attendre à ce qu'il t'accueille à bras ouverts. » Le visage de Victoria se durcit. « Ce n'est pas fini. »« Si, ça l'est. » Alexandre passa devant elle. « Montre-toi dehors. Et ne reviens pas à moins d'y être invité. » Victoria s'éloigna en trombe. Léa trouva Alexandre dans son bureau 1 heure plus tard, regardant par la fenêtre. « Comment va Ethan ?» demanda-t-il sans se retourner. « Il dessine. Il semble bien. » Léa fit une pause. « Est-ce que ça va, toi ?» Alexandre resta silencieux pendant un long moment. « Elle est partie à cause de lui, » dit-il finalement, « parce qu'il n'était pas l'enfant parfait qu'elle voulait. Elle a regardé notre fils et a vu un fardeau au lieu d'un cadeau. Je sais. Comment puis-je le protéger de ça ?» Alexandre se tourna vers elle. « Comment puis-je le protéger d'une mère qui le verra toujours comme moins que rien ?» Léa s'approcha. « Tu le fais déjà. Tu lui montres chaque jour qu'il est suffisant, qu'il est aimé, qu'il compte. Ce n'est pas suffisant. » « Si. » Léa toucha son bras. « Fais-moi confiance. Il sait qui est vrai et qui ne l'est pas. Et tu es la personne la plus vraie dans sa vie. » Alexandre la regarda. Ses yeux étaient humides. « Tu es vrai aussi, » dit-il doucement. « Tu as été plus une mère pour lui en 4 mois que Victoria ne l'a jamais été. » Léa sentit son cœur s'emballer. « Je ne suis que sa nounou. Tu es tellement plus que ça. » La voix d'Alexandre était rauque, pour nous deux. L'air entre eux changea, chargé. Léa recula. « Je devrais aller voir Ethan. » Elle était partie avant qu'Alexandre puisse répondre, mais quelque chose avait changé, quelque chose qu'il ne pouvait pas reprendre. 6 mois après que Léa Dubois ait été renvoyée pour avoir aidé l'enfant d'un inconnu, elle se tenait dans une autre salle de bal, lors d'un autre gala. Mais cette fois, elle n'était pas serveuse. Elle était la cavalière d'Alexandre Dubois. La transition de nounou à quelque chose de plus s'était faite lentement. Puis d'un coup, ça a commencé avec des conversations tardives après qu'Ethan se soit endormi. Alexandre trouvait Léa dans la cuisine, en train de préparer du thé, et ils parlaient pendant des heures de leurs enfances, de leurs peurs, de leurs rêves. Léa apprit qu'Alexandre avait bâti son empire à partir de rien, que ses parents étaient morts quand il avait 17 ans, qu'il avait eu 3 emplois pour payer ses études universitaires, que sous les costumes et la richesse, il n'était qu'un homme essayant de bien faire avec son fils, et Alexandre apprit des choses sur Léa, sur sa cousine qui avait inspiré sa passion pour la défense de l'autisme, sur ses rêves de devenir thérapeute, sur la façon dont elle voyait la beauté dans les différences que les autres rejetaient. À un moment donné, les conversations avaient changé, les regards s'étaient attardés, les contacts accidentels étaient devenus moins accidentels, et un soir, il y a 3 semaines, Alexandre l'avait embrassée. Ils étaient dans le jardin, à regarder les lucioles danser dans l'obscurité de l'été. Ethan dormait à l'étage. Le monde était calme. « Léa, » avait dit Alexandre, « je dois te dire quelque chose. » Elle s'était tournée vers lui, le cœur battant déjà à tout rompre. « Je suis tombé amoureux de toi. » Les mots flottèrent en l'air comme des lucioles, brillants, magnifiques, impossibles à ignorer. Léa n'avait pas répondu avec des mots. Elle s'était simplement avancée et avait pressé ses lèvres contre les siennes. Le baiser avait été tout, doux et ardent, hésitant et certain. Le genre de baiser qui change tout ce qui vient après. Maintenant, 3 semaines plus tard, ils étaient de là, au gala annuel de la Fondation Dubois, ensemble. Léa portait une robe qu'Alexandre avait insisté pour lui acheter.
bleu profond, simple, élégante. Elle avait protesté contre la dépense. Mais Alexandre l'avait réduite au silence d'un regard. « Tu vaux infiniment plus que ce qu'une robe pourrait coûter », avait-il dit. « Laisse-moi faire ça. » Alors elle l'avait laissé faire, et maintenant, elle se tenait dans une salle de bal remplie de gens qu'il avait autrefois ignorés, journalistes, mondains, titans des affaires, tous la dévisageant, la femme au bras d'Alexandre Dubois. Les chuchotements étaient partout. Qui est-ce? J'ai entendu dire que c'était la nounou de son fils. Une nounou, s'il vous plaît. Il pourrait avoir n'importe qui. Léa les entendait, mais elle s'en fichait, parce qu'Ethan était là aussi, debout à côté d'eux, portant son petit costume et son casque anti-bruit, tenant la main de Léa d'une main et Théodore de l'autre. Et il souriait, pas les sourires méfiants que Léa avait vus au début, de vrais sourires, le genre qui plisse ses yeux et montre ses dents. C'est mieux que la dernière fois, observa-t-il. La musique est plus douce, je m'en suis assuré, dit Alexandre. Je leur ai dit pas plus de 70 décibels. C'est un aménagement raisonnable, dit Ethan avec approbation. Léa rit. Elle ne pouvait pas s'en empêcher. Un des photographes s'approcha d'eux. « Monsieur Dubois, pouvons-nous prendre une photo ?» Alexandre regarda Ethan. « Qu'est-ce que tu en penses ?» Mon pote, Ethan considéra sérieusement la question. Les photos sont acceptables, mais pas de flash. Le flash me fait mal aux yeux. Le photographe acquiesça rapidement. Pas de flash, je promets. Ils posèrent ensemble. Alexandre, Léa et Ethan. Une famille qui s'était formée de la manière la plus improbable. La caméra cliqua. Le moment était capturé, et Léa savait que sa vie ne serait plus jamais la même. 8 mois après le licenciement de Léa, Victoria est revenue. Cette fois, elle est venue avec des avocats. Elle demandait la garde d'Ethan. Alexandre a appris la nouvelle un vendredi après-midi. Léa était là, quand les papiers sont arrivés. Elle a vu la couleur quitter son visage alors qu'il les lisait. Elle dit que je suis un parent inapte, dit-il. Sa voix était vide. Elle dit qu'en laissant l'autisme d'Ethan ne pas être traité, je le néglige. C'est absurde, dit Léa. Ethan s'épanouit. Je sais. Alexandre posa les papiers, mais elle a de l'argent, a des relations, et elle est sa mère biologique. Les tribunaux favorisent les mères. Léa sentit la peur lui serrer la poitrine. Qu'est-ce qu'on fait? On se bat. La mâchoire d'Alexandre se crispa. Je ne la laisserai pas prendre mon fils. La bataille pour la garde a duré 4 mois. C'était affreux. Les avocats de Victoria ont dépeint Alexandre comme un père négligent, qui laissait la condition de son fils se détériorer en refusant un traitement approprié. Ils ont affirmé qu'Ethan avait besoin d'une intervention intensive, qu'Alexandre lui refusait. Les avocats d'Alexandre ont riposté. Ils ont fait venir des experts, qui ont témoigné qu'Ethan s'épanouissait, que ses progrès sous les soins de Léa étaient remarquables, que forcer des interventions comportementales intensives pourrait en fait lui causer du tort. Mais le tournant est venu quand une personne inattendue a témoigné. Ethan, à 8 ans. Il était techniquement trop jeune pour témoigner formellement. Mais le juge lui a permis de parler en chambre, avec seulement le juge, les avocats et un défenseur des enfants présents. Léa attendait dehors avec Alexandre. Les minutes semblèrent des heures. Finalement, la porte s'est ouverte. Ethan est sorti, le visage calme. « J'ai dit la vérité, dit-il simplement. C'est tout. »« Quelle vérité ?» demanda Alexandre. Ethan regarda son père. « Je leur ai dit que ma mère est une étrangère, que vous êtes ma famille, que Léa rend tout meilleur, et que s'ils me font vivre avec quelqu'un qui m'a abandonné, je ne leur pardonnerai jamais. » Alexandre serra Ethan dans ses bras. Léa les rejoignit. Ils restèrent là, tous les trois, se tenant les uns aux autres, quoi qu'il arrive ensuite. Et ils y feraient face ensemble. Le juge a statué en faveur d'Alexandre. Garde complète, aucun droit de visite pour Victoria, à moins qu'Ethan ne le demande explicitement. Dans sa décision, le juge a dit quelque chose que Léa n'oublierait jamais. Ce tribunal a rarement vu un enfant aussi remarquable qu'Ethan Dubois. Il est intelligent, perspicace et profondément aimé par son père et sa tutrice. La mère biologique a abandonné cet enfant à un âge vulnérable et n'a montré aucune preuve de l'engagement soutenu nécessaire
pour réparer ce dommage. Ce tribunal ne perturbera pas un foyer stable et aimant en faveur d'un parent qui considère son enfant comme un projet à corriger plutôt qu'une personne à chérir. Victoria a tenté de faire appel. L'appel a été rejeté. Elle a disparu de leur vie après cela. Léa a appris plus tard qu'elle avait déménagé en Europe, avait commencé une nouvelle vie avec un nouveau mari. « Bon débarras », dit Alexandre quand il l'a appris. Léa était d'accord. 1 an après le licenciement de Léa du Lys d'Or, Alexandre lui a demandé de l'épouser. Il l'a fait dans le jardin, comme leur premier baiser. Ethan était là aussi, tenant la boîte à alliance. « Veux-tu nous épouser ?» demanda Alexandre. « Tous les deux ?» Léa rit à travers ses larmes. « Ce n'est pas comme ça que les demandes en mariage fonctionnent habituellement. Rien chez nous n'est habituel, dit Alexandre, et je ne voudrais rien d'autre. » Léa regarda Ethan, le garçon qui avait changé sa vie, le garçon qui lui avait appris que différent n'était pas inférieur, le garçon qui maintenant la regardait avec de l'espoir dans les yeux. « Qu'est-ce que tu en dis, Ethan ?» demanda-t-elle. « Veux-tu que j'épouse ton père ?» Ethan y réfléchit. « Logiquement, ça a du sens. Tu vis déjà ici, tu prends déjà soin de moi. Le mariage est une formalisation légale d'un arrangement existant. » Il fit une pause. « Aussi, je t'aime, et je ne veux pas que tu partes un jour. » Le cœur de Léa se brisa et se reforma d'un coup. « Je vous aime aussi, » dit-elle. « Tous les deux. » Elle prit la bague. « Oui, » dit-elle. « 1000 fois oui. » Le mariage était petit, intime, parfait. Ethan était le porteur d'alliances. Il descendit l'allée avec Théodore dans une main et les alliances dans l'autre. Il s'était entraîné pendant des semaines, comptant ses pas, s'assurant que tout était précis. Quand il atteignit l'hôtel, il tendit les alliances à Léa et dit « Vous pouvez maintenant procéder à la formalisation légale. » Les invités rirent. Léa pleura. La cérémonie fut courte. Pas de longs discours, pas de traditions accablantes, juste l'essentiel, conçu spécialement pour une famille qui avait appris à s'adapter. Quand l'officiant les déclara mari et femme, Ethan applaudit 3 fois. « C'est le nombre correct d'applaudissements », expliqua-t-il aux invités confus. Plus de 3 est excessif, moins de 3 est insuffisant. Léa le serra dans ses bras de mariage, ses garçons, sa famille, son foyer. 5 ans après que Léa ait été licenciée pour avoir aidé l'enfant d'un étranger. Elle se tenait sur une scène lors d'une conférence nationale sur l'autisme. Elle n'était plus Léa Dubois. Elle était la Dr Léa Dubois, docteure en psychologie infantile, fondatrice de la Fondation Dubois pour l'acceptation de l'autisme, auteure de 3 livres sur la neurodiversité. Et elle était sur le point de prononcer le discours d'ouverture. Au premier rang était assis Alexandre, maintenant 50 ans, mais plus beau que jamais. À côté de lui était Ethan, maintenant 12 ans. Ses écouteurs étaient autour de son cou. Théodore, légèrement usé mais toujours aimé, était rangé dans son sac à dos. Et à côté d'Ethan se trouvait sa petite sœur, une fillette de 3 ans nommée Espérance. Des boucles brunes, des yeux curieux, complètement neurotypique mais parlant couramment la langue de son frère. Léa prit une inspiration et commença. « Il y a 5 ans, dit-elle, j'ai été licenciée pour avoir aidé un enfant. » Elle laissa les mots s'installer. J'étais serveuse dans un restaurant gastronomique. Un petit garçon avait une crise. Ses parents avaient honte. Le personnel était agacé. Et j'ai fait ce que n'importe qui aurait dû faire. J'ai aidé. Elle regarda Ethan. Je ne savais pas qu'aider cet enfant me mènerait à un autre, un garçon nommé Ethan, qui m'apprendrait plus sur l'amour, la patience et la résilience que n'importe quel manuel ne pourrait jamais. Ethan lui fit un signe de pouce levé, sa version des applaudissements. Léa sourit. Le monde nous dit que l'autisme est une tragédie, un fardeau, quelque chose à guérir. Mais, et si nous avions tort? Et si l'autisme était simplement une façon différente de vivre le monde? Et si la tragédie n'était pas l'autisme lui-même, mais une société qui refuse de faire de la place à la différence? Elle fit une pause. Mon fils n'est pas cassé, il n'est pas inférieur, il n'est pas un puzzle à résoudre. Il est un être humain avec des dons uniques et des défis uniques.
et il mérite un monde qui le célèbre au lieu d'essayer de le changer. Les applaudissements furent tonitruants. Mais Léa l'entendait à peine. Elle regardait sa famille, Alexandre, essuyant ses yeux, Ethan, se stimulant joyeusement parce que les applaudissements lui faisaient du bien, Espérance, agitant la main avec enthousiasme. C'était ça, sa vie maintenant. Pas la vie qu'elle avait planifiée, pas la vie qu'elle avait imaginée, mais la vie qu'elle était destinée à vivre. Après la conférence, Thomas retrouva Léa dans le couloir. « Tu as été formidable, dit-il. Ton discours avait une thèse claire, des preuves à l'appui et une conclusion émotionnelle, une structure rhétorique très efficace. » Léa sourit. « Merci, mon amour. Ça compte énormément pour moi. » Thomas acquiesça. « Aussi, une dame voulait que je te donne ceci. » Il lui tendit une carte de visite. Léa la regarda. Son souffle se coupa. Le Lys d'Or, restaurant gastronomique. Elle la retourna. 2 mots étaient écrits au dos. « Je suis désolé » et un numéro de téléphone. Léa reconnut l'écriture. Monsieur Lambert, le directeur qui l'avait licencié il y a 5 ans. Elle fixa la carte pendant un long moment. Puis elle la rendit à Thomas. « Tu peux la jeter pour moi ?» Thomas la regarda. « Tu ne veux pas l'appeler ?»« Non. » Léa sourit. « J'ai tout ce dont j'ai besoin ici. » Thomas réfléchit. « C'est une conclusion logique. Le passé n'a aucune pertinence pour le bonheur actuel. » « Exactement. » Elle prit sa main. « Maintenant, allons trouver ton père et ta sœur. J'ai entendu dire qu'il y a un glacier à proximité qui a 47 parfums. » Les yeux de Thomas s'illuminèrent. « 47 est un nombre premier. »« Je sais, » dit Léa. « C'est pour ça que je l'ai choisi. » Ils sortirent ensemble du centre de conférence. Derrière eux, la carte de visite gisait oubliée dans une poubelle. Devant eux, l'avenir s'étendait, brillant, incertain, magnifique. Une famille formée non pas par le sang, mais par choix. Une histoire qui a commencé par un licenciement et s'est terminée par un « pour toujours ». Quel acte de gentillesse a changé votre vie? Laissez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a touché, le bouton « Super merci » est un moyen de soutenir d'autres histoires comme celle-ci. Chaque contribution aide à donner vie à ces contes d'espoir et de guérison. L'histoire de Léa et Thomas est la preuve que, parfois, les pires moments mènent aux meilleurs. Qu'être licencié peut être la meilleure chose qui puisse arriver. Qu'aider l'enfant d'un étranger peut vous mener au vôtre. Merci d'avoir regardé. À la prochaine fois.